Donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour Virginie, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de communication locale. Donc j'ai demandé à Virginie en effet de bien vouloir se prêter à l'exercice du webinaire qui a été rejoint par Sébastien. Donc une nouvelle fois n'est pas coutume. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être en effet de parler technique et de confronter cette technique avec également la partie législative pour s'assurer que on puisse bien faire les choses dans les règles de l'art en tout respect de la déontologie prônée par la FFF. Deux experts nous ont rejoints. Donc, Virginie, je te laisse te présenter rapidement. Oui, donc Virginie Sablé, moi j'interviens dans le milieu de la franchise depuis 2008 donc par la suite j'ai été accréditée experte au niveau du collège des experts de la Fédération française de la franchise. J'ai travaillé pendant 15 ans chez KPMG et depuis 2 ans j'ai rejoint l'Institut d'études CSA où je dirige le développement de la filiale en charge de la géostratégie. Donc c'est en quelque sorte du géomarketing augmenté, hein, car nous ne sommes pas dans l'agrégation de big data, mais dans une approche vraiment de smart data locale qui permet d'avoir une vision holistique du comportement des ménages avec une granularité locale. Donc notre data nous permet d'accompagner les enseignes sur la stratégie d'implantation, l'analyse de la performance et la stratégie média, sujet qui nous intéresse spécifiquement aujourd'hui. Eh bien, merci. Sébastien, bonjour à toi. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Sébastien Semoun. Donc moi, je suis avocat. J'interviens dans le domaine de la franchise depuis 2007 et je suis membre du Collège des experts depuis 2013. Je suis dans un cabinet d'avocats qui s'appelle l'Exquaise. C'est 13 associés, 70 avocats répartis sur 3 bureaux, Paris, Lyon, Marseille. Et moi, je dirige le département droit économique, contentieux commercial. Et pour la partie franchise, j'accompagne essentiellement des têtes de réseau, donc à la fois en conseil, phase de création, vie du réseau, et en contentieux, parce qu'il y en a. Et dans ce cadre-là, effectivement, amené à parler très souvent du sujet dont on va parler ce matin, c'est-à-dire comment gérer au mieux la communication locale. Voilà. Très bien. Bon, déjà, merci à tous les deux. Je vais faire un petit rappel de l'organisation de ce moment passé ensemble. Donc, ce moment est, dans un premier temps, réservé aux membres de la fédération qui peuvent se connecter en live. Il y aura deux parties. Une première partie où je vais vous laisser la main pour présenter ce sujet et rentrer dans le détail pour parler de la communication locale et comment allier cette puissance à l'enseigne, tout ce qui est bonne pratique autour de cette donnée et de la conformité juridique. Cette première partie sera enregistrée. On pourra retrouver cet échange sur la chaîne de la fédération. Et on va, dans un deuxième temps, passer au mode questions-réponses qui seront cette fois-ci réservés aux membres de la FFF qui sont connectés avec nous en live aujourd'hui. Donc, on a une grosse demi-heure, trois quarts d'heure à passer ensemble. Si vous avez des questions, vous l'aurez compris, vous passez dans le chat. Si vraiment il y a un intérêt sur le moment, on pourra y répondre en live, mais l'objectif, ce serait vraiment de faire des échanges vraiment un peu plus intimistes et rentrer dans le détail de vos questions en deuxième partie. Virginie Sébastien, bon webinaire à vous, je vous laisse la main. OK. Merci. Merci. Donc notre intervention va s'articuler en trois parties, hein. Nous aborderons dans un premier temps les enjeux de la communication en franchise, puis on rentrera un peu plus dans l'opérationnel avec une séquence qui s'appelle l'organisation en pratique, et on terminera par un focus data à travers une rubrique qu'on a intitulée Bien connaître les territoires pour plus de légitimité. Je te laisse la parole, Sébastien, sur le Oui, premier sujet, alors, euh, l'introduction. tout d'abord, avant de commencer, puisque là, on doit se parler de la communication locale, mais la communication locale, il faut commencer par la distinguer de la communication nationale. Et rapidement, parce que tout le monde normalement sait ce dont on parle, on va rappeler simplement que la communication nationale, c'est l'ensemble des actions de communication visant à promouvoir la marque et d'une manière générale la notoriété du réseau. Et ça, c'est à la charge exclusive, évidemment, du franchiseur. J'ajouterais, vous le savez, que c'est non seulement à la charge exclusive du franchiseur, mais c'est aussi une obligation qui pèse sur le franchiseur, puisque il est de l'essence même d'un réseau de franchise ou assimilé d'instaurer une communication fréquente et permanente sur la marque.
Étant précisé qu'en plus, dans la quasi-intégralité des contrats aujourd'hui tels qu'ils sont faits, vous avez une redevance qui est prévue expressément à ce titre, qui est censée rémunérer cette communication nationale. Mais là, aujourd'hui, on doit plus particulièrement parler de la communication locale. Et la communication locale, pour retenir une définition assez simple, on peut retenir que ça vise toutes les actions publicitaires et de communication qui visent pardon, à l'amélioration de la notoriété. Alors, selon les cas du magasin, de l'agence, du point de vente, du franchisé. Et on verra au cours de cette demi-heure, trois quarts d'heure, que très souvent, on va ajouter que la communication locale, elle est décidée et financée par le franchisé. Mais on peut voir que c'est pas aussi évident que ça et aussi simple que ça. C'est vrai que c'est principalement, évidemment, décidé et financé par le franchisé. Mais pour que les choses fonctionnent, il faut bien évidemment que ce soit encadré par la tête de réseau. Et sur ce sujet-là, d'ailleurs, puisque en préparant la réunion, Thomas nous expliquait son retour sur les sujets au cours des réunions, sur ce sujet autour des réunions régionales. Et en fait, on comprend que vous, d'un point de vue dans votre quotidien, vous gérez aussi pas mal de frustration sur ces problématiques de communication locale ou d'incompréhension qui sont d'ailleurs parfois un peu contradictoires. C'est d'un côté, les têtes de réseau aujourd'hui, bah, dans la mesure où c'est un facteur essentiel de réussite, vous investissez beaucoup sur des sujets, des supports à mettre à disposition des franchisés, et vous êtes un peu désabusé par le fait que ces derniers ne les utilisent pas. Et puis, à contrario de ça et à l'opposé de ça, presque, vous avez des situations où vous êtes confronté à des initiatives de franchisés. Vous êtes mis devant le fait accompli d'initiatives de franchisés au niveau local qui vous laissent parfois, alors qui vous surprennent, alors ce qui pose un problème sur l'organisation, on y reviendra, et ce qui est prévu dans vos contrats, sur leur pertinence, voire même leur cohérence avec l'image de marque. Donc ça, ce sont vraiment parfois des difficultés qui sont à régler et qu'on va voir qu'on peut tout à fait réglementer à la fois par le sujet des datas, de la pertinence des informations que vous mettez en place, mais aussi par l'aspect contractuel. Sachant que pendant ces 45 minutes, ce qu'on va surtout évoquer, c'est ces aspects de communication au cours de contrat. Pourquoi? Parce que le sujet à proprement parler, on l'a mis là en slide introductive, du pack de lancement, en fait, c'est des choses qui sont assez à maturité dans la plupart des réseaux aujourd'hui et d'un point de vue contractuel aussi. C'est-à-dire le sujet sur lequel vous êtes plus ou moins, où il y a plus ou moins pas de sujet, justement, c'est le sujet du pack de lancement, du pack d'ouverture, c'est-à-dire toute la phase qui encadre qu'est-ce qui doit se passer avant l'ouverture de l'agence du point de vente, dans les semaines qui précèdent l'ouverture, à l'ouverture et ensuite dans les jours qui suivent l'ouverture. Ça, en général, c'est bien suivi et c'est bien aussi suivi par le franchisé, puisque le franchisé, à ce moment-là, en fait, par définition, c'est un nouveau. Il est avide des conseils du franchiseur. Et en fait, le sujet se pose globalement pas à ce moment-là. À part le sujet de la pertinence du pack de lancement, on pourra l'évoquer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va surtout vous parler de comment gérer la communication locale en cours de vie du contrat. Donc avant de rentrer dans des aspects pragmatiques, on a voulu vous présenter aussi, il semblait intéressant enfin, de vous présenter, c'est le poids des investissements médias locaux afin de repositionner justement ce qu'on disait Sébastien, la communication locale dans le contexte de la communication aussi globale. Donc le volet local compte deux catégories d'annonceurs, vous voyez ici. Il y a les nationaux qui font du local, où on retrouve pour certains d'entre vous les franchiseurs qui font de la com locale, qui représentent 2,6 milliards d'investissements, et les annonceurs locaux régionaux, donc catégorie dans laquelle sont comptabilisés notamment les franchisés qui communiquent en local, qui représentent environ 8 milliards d'investissements. Donc au total, le marché publicitaire local représente 10 milliards et demi d'investissements sur 34 milliards, soit 31%. Donc, il faut savoir que si vous n'investissez pas en local, en face de vous, vous avez des annonceurs locaux régionaux qui ont une pression finalement de communication à hauteur de 8 milliards, ce qui n'est pas rien. Donc, c'était voilà, une petite introduction pour vous donner quelques chiffres sur les investissements, le national versus le local. Et donc, bien visualiser que le marché publicitaire local représente quand même 10 milliards et demi.
On a parlé d'équilibre gagnant-gagnant, enfin gagnant dans le titre, hein, car clairement les défis résident bien là. C'est important de veiller à maintenir une cohérence de marque tout en laissant une place à la sensibilité locale. La communication nationale doit vraiment renforcer, hein, la crédibilité et l'impact à grande échelle. Et quant à la communication locale, elle doit permettre d'adapter les messages aux attentes, aux spécificités locales, afin de renforcer vraiment cette proximité. Le bon équilibre permet de maximiser vraiment la puissance d'une marque et offre une expérience client qui doit être authentique et donc personnalisée. Alors, sur les risques d'une mauvaise gestion, puisqu'en fait, comme je vous disais, sur la partie, quand on fait du conseil et du contentieux, nous, on voit beaucoup ce qui ne va pas. Et c'est vrai que une mauvaise définition de la stratégie de communication, un mauvais cadrage de la liberté qu'on laisse au franchisé dans sa liberté de communication locale, en fait, euh, il y a deux risques majeurs. Le premier, c'est le risque d'image de marque diluée, abîmée. C'est-à-dire que si vous avez une communication locale qui est laissée, comme on peut le considérer en théorie et comme c'est souvent présenté de manière un peu schématique en disant la communication locale, en gros, c'est décidé et financé par le franchisé, on le laisserait faire ce qu'il veut du fait de sa casquette de commerçant indépendant. La difficulté, ça, c'est que si on cadre pas ça dans le cadre d'un- d'une image, d'une charte graphique bien définie, d'un message de valeur de la marque bien identifié et surtout porté à la connaissance par des outils adaptés du franchisé, eh bien, ça va diluer et être en contradiction avec l'image de marque au niveau national telle qu'elle est véhiculée par l'enseigne et par vous-même. Donc c'est vrai que le risque de ne pas bien gérer et de pas réfléchir en amont sur le sujet de la communication locale, c'est un risque d'image de marque dédurée. Le deuxième risque qui se voit encore très fréquemment, c'est les tensions entre franchiseurs et franchisés. Pourquoi? Bah, je l'évoquais tout à l'heure, ce que disait, enfin, le retour que faisait Thomas des réunions régionales, c'est que un franchisé, qui plus est, quand il commence son activité, en fait, c'est très souvent pas un professionnel de la communication. Donc en fait, s'il y a bien une chose qu'ils ne savent pas faire, ils savent parfois vendre, parfois ils connaissent le produit puisque c'est pour ça qu'ils vous ont choisi, ou le service, ou l'univers dans lequel il évolue. En revanche, le sujet de la communication, il ne connaît pas. Donc, il va se retrouver dans une zone de non-confort. Et s'il ne dispose pas d'outils clairs et dont il constate que ça fonctionne bien, eh bien, ça va créer chez lui une certaine insatisfaction. Et en plus, l'une des valeurs fondamentales qui fait qu'une tête de réseau, qu'une franchise, en fait, peut bien se vendre, bien dupliquer sa réussite, c'est proposer justement à ses candidats et aux franchisés des outils adaptés. Donc ça peut créer du côté du franchisé une tension vis-à-vis de l'enseigne en disant qu'il est un peu laissé entre guillemets à l'abandon sur la manière dont on doit communiquer au niveau local. Et puis du côté de la tête de réseau, inversement, la tension, elle va être sur un autre niveau. C'est-à-dire qu'inversement, mais pour la même raison, c'est-à-dire une insuffisance d'outils mis à disposition ou une insuffisance de réflexion sur ces sujets de la communication locale, va pouvoir aboutir au fait que, eh bien, il n'y aura pas d'information ou d'instruction claire ou vis-à-vis des franchisés et donc, vous avez mis en place et aussi pas de cadre contractuel adapté, mise dans le fait accompli d'une communication qui serait pas en phase avec l'image de marque, qui porterait même atteinte avec votre image de marque. Et donc, ça crée effectivement de la tension entre la tête de réseau et le franchiseur. Donc, tout ça implique nécessairement une organisation forte, d'abord contractuelle, et ensuite avec des outils utiles mis à disposition. Alors, sur le sujet justement des outils contractuels mis à disposition, en fait, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que les contrats de 2024 n'ont rien à voir avec un contrat qu'on faisait dans les années 2010 et encore moins dans les années 2000. Je m'explique. Aujourd'hui, il est clair que ceux qui n'ont pas anticipé d'un point de vue contractuel
l'essor d'Internet, l'essor des réseaux sociaux, l'essor des nouveaux outils de communication, en fait, bah, laisser autant de liberté et de vide pour permettre à leurs franchisés d'utiliser ces outils un peu comme bon leur semble. Donc, l'absence d'anticipation contractuelle sur la manière dont doit être gérée la communication locale, en fait, peut avoir des conséquences très problématiques sur cette fameuse cohérence. Et quand on dit cet encadrement du sujet de la communication locale, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'imposer et de contrôler le franchisé à outrance dans la manière dont il doit gérer sa communication locale, puisqu'encore une fois, on est tous d'accord pour dire que celui qui est à même le mieux de pouvoir promouvoir l'enseigne dans sa zone de chalandise ou son agence dans sa zone d'activité, c'est le candidat, c'est le franchisé qui connaît normalement, qui a son implantation locale. Pour autant, il faut impérativement que le contrat encadre l'utilisation des outils qui sont mis à disposition, qui existent. J'entends par outils, effectivement, bah, la manière dont on utilise des flyers, des catalogues, les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et tout ça doit être prévu au contrat. Et il faut que le contrat explique pourquoi c'est important que ce soit prévu au contrat pour que le franchiseur ne se sente pas, pour que le franchisé, pardon, ne se sente pas emprisonnier entre guillemets, dans sa liberté de faire, mais pour qu'ils comprennent que ce soit pour bien faire. Et l'essentiel, en fait, de la communication locale, elle est là, c'est-à-dire que pour bien faire, eh bien, il faut qu'il y ait une collaboration. Et en fait, les dispositions du contrat permettent cette collaboration-là entre le franchiseur et le franchisé. Et pourquoi c'est important que ces sujets-là soient anticipés en amont dans les clauses contractuelles? C'est parce que si vous devez le faire en cours de contrat, ça suppose en fait de les faire accepter. Et donc de passer par la dérogation, par la voie d'avenant. Qui dit avenant dit, selon l'importance de l'avenant, eh bien, problématique d'information précontractuelle d'abord qu'il faut faire, donc c'est un peu lourd. Et puis surtout, qui dit avenant dit nécessité de faire accepter ce sujet-là par les franchisés. Et c'est toujours plus compliqué, malgré le fait que ce soit gouverné par des très bonnes intentions, eh bien, de vouloir faire accepter en cours d'exécution d'un contrat de nouvelles obligations sur l'utilisation des réseaux sociaux qui n'ont pas été prévus initialement. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important. Autre outil qui est aussi nécessaire et qui va dépendre de la maturité du réseau, c'est la centralisation de certains services par le franchiseur. Alors, ça, c'est très lié évidemment à la maturité du réseau. Un jeune réseau sans forcément beaucoup de ressources va avoir beaucoup de mal à le faire. D'autant plus qu'il se dit, bah, si en plus c'est pour pas que ce soit utilisé par le candidat à la franchise ou par le franchisé, bah, ça va être compliqué. Mais en fait, on peut tout à fait prévoir dans le contrat le fait que certaines gestions des outils de communication, y compris locales, je reprends l'exemple des réseaux sociaux et on pourra encore y revenir tout à l'heure, en fait, soit fait au niveau de la tête de réseau, quitte à ce que derrière, elle soit alimentée par le franchisé. Mais en fait, il peut y avoir une centralisation des services au niveau de la tête de réseau. Et pour ceux qui pensent que c'est une dépense, un investissement nécessaire, je précise quand même que ça peut faire aussi l'objet d'une rémunération spécifique d'un service particulier qui est proposé à des franchisés qui peut être d'ailleurs soit par la tête de réseau elle-même, soit par des prestataires qui existent et qui sont à même de proposer ces services, en fait, peuvent faire l'objet d'une rémunération spécifique. Ensuite, bah, évidemment, tout ce dont on parle, c'est-à-dire la maturité dans la contractualisation, la maturité dans les services qui sont proposés aux franchiseurs, ça dépend évidemment de la maturité. Et on vous a présenté ici sous forme de graphique, en fait, les cas de figure. Plus vous êtes un jeune réseau, on va dire avec des ressources plus ou moins limitées, moins vous aurez une capacité à proposer un certain nombre de services. Mais c'est pas pour autant parce que vous n'êtes pas en capacité de les proposer que vous pouvez pas d'ores et déjà, j'insiste, contractuellement prévoir que si vous le mettez en place, ils devront respecter les obligations contractuelles. Ça se fait beaucoup de dire que, par exemple, il y a certains qui n'ont pas de site internet marchand, etc. Mais ils disent, bah, du coup, je ne peux pas le mettre en place. On peut tout à fait prévoir que dans le contrat, qu'il y aura un site marchand. De la même manière, sur le contrôle des réseaux sociaux, eh bien, certains n'ont pas encore les personnes pour le faire. Il est tout à fait possible de prévoir en amont que si
une communication était mise en place, eh bien, ça serait à l'initiative du franchiseur, certes derrière alimenté par les franchisés. Donc là-dessus, il faut bien garder en tête que c'est pas parce qu'on a un réseau jeune qu'on peut pas d'ores et déjà, malgré tout, essayer d'avoir une certaine contrôle et une assistance, je dirais, renforcée sur ces problématiques-là. Alors, avec Sébastien, on a essayé de vous partager quelques exemples hein, de bonnes pratiques. Je vais commencer par le principe de la commission de franchise. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent. On en rencontre sur différents sujets dans les réseaux, notamment sur la communication. Mais je pense que quand on a une commission vraiment communication, il est important de bien inclure un volet sur la communication locale. Euh, Parce que les échanges entre franchiseurs, les franchisés dans une commission permettent souvent de partager des idées innovantes, issues vraiment des réalités locales et qui peuvent être déployées ensuite à plus grande échelle. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Euh, et puis, le fait d'impliquer les franchisés dans des décisions, forcément, alors de tout sujet, hein, mais de la communication en l'occurrence aussi, ça favorise aussi l'adhésion, l'implication et ça peut être que bénéfique. Le deuxième, j'ai envie de dire, cas pratique, c'est la création de groupements régionaux de franchisés. Moi, ceux que je connais ne sont pas spécifiquement dédiés à la communication, mais abordent différents sujets stratégiques, dont la communication. Donc, et certains groupements nomment, par exemple, un correspondant en communication sur une région. Donc, c'est une région avec plusieurs franchisés. Et je trouve que l'approche a été intéressante à plusieurs titres parce que cela développe vraiment une collaboration et de l'entraide dans le réseau finalement parce que les franchisés partagent leurs expériences, leurs bonnes pratiques, et puis finalement, ils ont des défis communs, donc ça leur permet de s'entraider. Ils ont, sur une même région, ils peuvent mieux comprendre et répondre aux spécificités locales hein, par rapport à leur marché, à la concurrence notamment. En se groupant, bah, forcément, on ne va pas se mentir, ils peuvent négocier des tarifs préférentiels également. Et donc, cette pratique, elle est souvent plus facile aussi pour la tête de réseau parce que au lieu d'avoir, comme disait Sébastien tout à l'heure, des franchisés qui forcément, donc, dont la communication, c'est pas leur métier, bah, là, de fait d'avoir peut-être un référent sur un groupement régional qui reporte à la tête de réseau, bah, ça permet d'avoir un interlocuteur pour, je ne sais pas, X franchisés et un interlocuteur qui s'est spécialisé et qui finalement après porte la bonne parole auprès des autres franchisés. Et puis il y a des choses qui émanent du groupe de franchisés et qui il peut déjà faire un premier filtre, j'ai envie de dire, qui peut être intéressant. Voilà. Donc que ce soit la commission de franchisés, les groupements régionaux, je trouve que c'est vraiment un véritable cercle vertueux entre la cohérence de marque, la pertinence locale et l'engagement des franchisés très clairement. Euh, Après, sans qu'il y ait forcément un groupement régional structuré, hein, c'est bien aussi d'inciter les franchisés sur un même bassin de vie à communiquer ensemble parce que d'une part, il y a des leviers de communication qui n'ont pas de frontières dans une ville. Hein. Si on active de la radio, la presse, on ne va pas s'arrêter à la zone de chalandise de l'un ou de l'autre. Ça marche pas. Et donc, par ailleurs, ça permet aussi d'optimiser les budgets, comme on disait tout à l'heure. Sébastien disait tout à l'heure aussi qu'on reviendrait un peu sur la gestion des réseaux sociaux, des avis négatifs des influenceurs. Donc, je vais te laisser, Sébastien, détailler ce point parce que je crois que tu as pas mal de choses à dire. Et puis, d'un Euh, point de vue juridique et anticipation, je crois. Voilà. Alors, en ouais, anticipation, tu en as déjà un peu parlé, mais alors, je tout te à laisse fait. compléter. Mm. Oui, alors le sujet aujourd'hui, c'est un sujet parfois qui, pour le coup, qui crispe beaucoup, c'est la gestion des réseaux sociaux et la communication qui est faite par les franchisés, finalement, de manière plus ou moins cavalière. Alors là, il y a tout d'abord le premier sujet, c'est que bah, le contrat, alors désolé, parce que vous allez dire, bah, évidemment, à l'avocat, il parle que du contrat, il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais normalement, si le contrat est bien fait, le sujet ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que normalement, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous disais, alors certes, c'est plus facile de le dire à 2024, c'est plus compliqué si vous êtes encore sur un contrat de 2000 qui s'est renouvelé par tacite reconduction pour des mêmes durées. Ça, on en est bien conscient. Maintenant, en revanche, pour les contrats qui existent, qui sont lancés aujourd'hui, vous devez avoir tout d'abord, le premier sujet, c'est déjà, il faut définir ce qu'est un réseau social, mais de la manière la plus large possible, pour englober tout ce que, en fait, aujourd'hui existe et existera. Premier sujet.
Et c'est vrai aussi d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Je crois que vous aurez prochainement un sujet sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle qui demain va permettre de générer des publicités sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, vous l'avez tous vu sur LinkedIn, on se retrouve avec des posts plus ou moins intéressants d'ailleurs, qui sont pas maîtrisés du tout d'une même manière, avec des choses plus ou moins absurdes. Ça, en fait, on peut le définir, on doit l'encadrer, l'utilisation doit être encadrée. C'est-à-dire même l'utilisation par un franchisé, petit aparté, de l'intelligence artificielle doit être aujourd'hui encadrée par le contrat. Donc tout ça pour dire que le premier sujet, c'est déjà définir ce qu'est le réseau social. Ensuite, il doit avoir un principe qui est posé dans le contrat, qui est toute communication sur la marque, j'insiste, elle est dans la seule prérogative de la tête de réseau. Là, pour les juristes, s'il y en a parmi vous, certains diraient oui, mais est-ce que c'est pas en contradiction avec l'impossibilité d'interdire les promotions, la vente sur Internet, etc. Non, c'est un autre sujet, on parle de promotion de la marque. La promotion de la marque, en fait, vous pouvez tout à fait dire que c'est à la seule initiative de la tête de réseau sur les réseaux sociaux, mais bien évidemment de créer à chaque fois des pages spécifiques pour chacun des candidats à la franchise. Et évidemment, là encore, pour reboucler avec ce qu'on disait, c'est plus facile quand on est dans un réseau avec des ressources importantes. Mais ce que je peux vous certifier, c'est que la difficulté que vous avez à réparer une mauvaise communication sur un réseau social vaut bien l'investissement ou l'encadrement par, encore une fois, si vous ne pouvez pas le faire, vous avez des prestataires externes qui font ça très bien pour des coûts qui sont relativement, et j'ai pas de rémunération d'apport d'affaires, je vous rassure, tout à fait raisonnable, qui vous permettent de gérer ça de manière sérieuse et surtout rapide. Donc, donc le sujet, c'est la définition des réseaux sociaux et de ce qu'on appelle les réseaux sociaux doivent être larges et relativement anticipés. Le deuxième sujet, c'est l'utilisation qui en fait, c'est à l'initiative du franchiseur, quitte à ce que les franchisés puissent administrer la page et le contenu. Ça, c'est le premier point. Et dans le cas où vous avez des candidats à la franchise qui ont déjà une page Facebook ou qui ont déjà, au moment où ils rejoignent le réseau, vous pouvez tout à fait leur demander une espèce d'utilisation ou un droit de regard sur ce qui sera mis et le fait que vous vous réservez la possibilité de fermer ces pages-là. Contractuellement, c'est possible. Troisième sujet que vous devez garder aussi en tête dans les choses qui sont possibles à faire, c'est que sur la gestion, sur les pages Google annuaires, Google Business, etc., là encore, il y a beaucoup de réseaux encore aujourd'hui qui laissent les franchisés créer et gérer ces pages. Et ça crée des énormes difficultés pendant la vie du réseau, mais aussi après la vie du réseau. Parce que c'est qui enlève, comment on fait, etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le conseil, là encore, c'est vous qui créez. Derrière, c'est alimenté par le franchisé. Et c'est bien normal parce qu'il fera ça très bien, il alimentation d'informations régulières, etc., etc. Mais c'est vous qui créez. Et pourquoi c'est important et qui gérez. Et pourquoi c'est important? Parce que à la fin du contrat, parce qu'il faut aussi parler, c'est comme le contrat de franchise, c'est comme un contrat de mariage. En fait, on le lit pas trop au début, beaucoup à la fin en cas de séparation. Si on prévoit pas le fait que la gestion de ces sujets-là, en fait, revienne chez le franchiseur, eh bien, ça crée des sujets très complexes en termes de gestion de ces pages-là. Même problématique sur les influenceurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de franchisés qui ont un copain qui est un influenceur local. Donc on dit, il va ouvrir sa petite page YouTube, il va nous faire de la promo pour la marque. Évidemment que ce sujet-là doit être strictement encadré. Pour plusieurs raisons. Premier sujet, c'est comment il va être communiqué. Alors normalement, vos contrats prévoient bien que toute communication doit vous être faite. Vous avez 8 jours pour le faire. Mais il y a aussi une deuxième raison qui est fondamentale, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Virginie sur le sujet de la radio, une communication sur YouTube, ça ne s'arrête pas à une zone d'exclusivité ou à un territoire. En fait, ça va sur bien au-delà de ça. C'est retrouvable si vous tapez sur le nom d'une marque ou d'une enseigne. Si vous avez un influenceur qui a posé un post, eh bien, vous allez avoir eh bien, un effet de débordement. Donc, bien évidemment, là encore, contractuellement, on peut tout à fait encadrer en disant que on peut même poser un principe d'interdiction avec les influenceurs ou un principe d'encadrement et en tout état de cause, au point important, imposer en revanche que les projets de contrat avec les influenceurs
vous soit communiqué si jamais il est refusé, et surtout qu'il soit fait sur la base d'un modèle que vous avez préalablement fait. Toujours pareil pour vérifier que la communication sur la marque, etc., soit bien encadrée. Enfin, sur les avis négatifs, j'en ai parlé rapidement. Là encore, le sujet, il est simple, c'est que les avis négatifs, effet extrêmement, là, ça vise donc une mauvaise communication locale, ou plus exactement un mauvais avis qui a un effet communication locale. Là, comment le gérer? Soit c'est vous qui avez la maîtrise, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de sujet, soit vous imposez contractuellement un délai de réponse de 24 ou 48 heures, et à défaut, c'est vous qui prenez la main. Voilà. C'est- Tu veux, tu veux rajouter quelque chose, Sébastien, ou Non, je ça va passe? aller, C'est bon? parce que je vois que le temps file en plus. Ouais. Donc, la connaissance des territoires hein, aujourd'hui repose en grande partie sur l'exploitation des données. Donc, la data est vraiment devenue un levier stratégique incontournable pour une gestion moderne et j'ai envie de dire anticipative des territoires. Donc, il est vraiment important de bien comprendre d'où vient la data que vous utilisez, parce que certains d'entre vous font appel à des prestataires. Donc, c'est bien demander la source, s'il s'agit d'une mesure locale ou pas, si c'est une extrapolation de données, car on ne parle pas forcément de la même qualité de data, bien entendu. Après, l'idéal, c'est de coupler la data externe que vous pouvez acheter, bien entendu, avec des données internes pour encore plus de finesse dans votre approche, vos données CRM, etc. Donc, c'est la possibilité d'agréger un peu toutes ces datas pour finalement prendre des décisions totalement éclairées. Ce qui est quand même capital, c'est de déterminer votre clientèle cible, comprendre ses préférences en matière de médias pour choisir les canaux de communication les plus efficaces. Donc là, je vais vous partager là sur les slides suivantes pour vous illustrer un peu le propos du local, de la granularité du local. Je vais vous partager quelques captures d'écran, d'informations qu'on peut avoir, de granularité justement territoriale qu'on peut avoir. Euh, donc là, en l'occurrence, on ne parle pas hein, forcément d'une ville, d'un département, d'une région, mais on a une approche qui colle plus au déplacement, à la consommation des ménages. Donc Nantes, par exemple, peut être découpée en 5 bassins de vie. On peut visualiser à l'iris le poids des différentes typologies. Là, en l'occurrence, on voit sur le bassin de Nantes-Nord-Ouest la localisation des familles nombreuses en ville moyenne, la localisation des retraités citadins, par exemple. Donc, c'est vraiment se dire jusqu'où, enfin, voilà, comment je m'intéresse au territoire pour bien le connaître. Et puis, j'ai envie de dire, quand on a ça, cet outil en tête de réseau, c'est important parce que souvent, c'est vrai que les franchisés peuvent dire, bah oui, chez moi, c'est pas pareil. On a toujours ce sentiment que chez nous, c'est pas pareil, en fait, quand on parle d'un territoire. Donc là, c'est une façon de bien connaître le territoire sans être forcément sur le territoire, en s'imprégnant vraiment de la data. Euh, donc là, quand on parle de granularité d'information, même chose, je trouve intéressant de vous montrer les aspérités typologiques de population d'un bassin de vie à l'autre sur la région nantaise. Donc vous allez vous rappeler, là, on a découpé en 5 Nantes, en 5 bassins. Si on prend par exemple une des typologies, alors les typologies, elles parlent d'elles-mêmes, il y a certaines qui peuvent prêter à sourire, mais nous, on a forcément des descriptifs qui vont avec. Mais là, en l'occurrence, bon, les familles nombreuses en ville moyenne, si on prend cette typologie, on voit que si on veut toucher cette typologie, notamment en particulier, le bassin de Nantes Sud-Ouest sera extrêmement pertinent puisqu'on est cette cible représente 34% de la population. Sur le bassin de Nantes Sud-Est aussi, cette population est assez représentée. Et on voit par contre qu'en l'occurrence, si on est sur le bassin de Nantes Centre, on a un mix d'élite high-tech et de retraités citadins sur ce bassin. Après, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin encore, c'est de savoir où se trouve forcément notre clientèle, ce qu'on disait tout à l'heure, mais également de connaître les appétences, en fait, leur appétence aux différents leviers de communication. Donc là, je vous ai partagé ici, à titre d'exemple, qui vous permet de voir un parcours média. C'est du média, du hors média, du digital. On a parlé des différents leviers tout à l'heure, mais là, ça permet d'avoir une vision et de se dire, là, sur les familles nombreuses en ville moyenne, par exemple, quels sont les leviers de communication qui peuvent être pertinents sur cette zone. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de comparer la cible sur le bassin par rapport à la cible au niveau France notamment. Et on se rend compte que la cible est plus appétente
euh, qu'au national à la radio, par exemple, euh, qu'à l'affichage. Vous voyez ici la radio, on voit sur le bassin, il y a une appétence forte à 45%, alors que la cible des familles nombreuses au niveau national est à 38%. Donc, si je mettais la même cible, elle n'a pas le même parcours média hein, à Nantes, Lille, Strasbourg ou Marseille, d'où l'intérêt d'un plan multilocal. Donc, et après, on prend chacun des leviers et on peut regarder voilà, pour faire un plan optimisé à ce niveau-là. Il existe ensuite des outils hein, qui permettent de répartir un budget national pour faire un plan multilocal en automatique par rapport donc, au poids de la cible, d'une part, et l'appétence des leviers de communication retenus. On peut creuser encore plus l'information et découvrir, par exemple, que la cible écoute plus énergie en local, que certains réseaux d'affichage peuvent être plus ou moins bien positionnés par rapport à la cible ou par rapport aux passants, parce que l'affichage, c'est souvent par rapport aux passants. Donc, je vous ai mis voilà, quelques informations et comme ça, vous pouvez visualiser, en fait, se dire qu'on peut aller vraiment de manière, j'utilisais ça tout à l'heure, j'aime bien cette expression de chirurgicale, pour voir le levier qui est vraiment le plus pertinent local et accompagner vos franchisés sur le sujet aussi. Parce que c'est vrai que bah, parfois, Sébastien le disait, c'est pas leur métier de base, hein, la communication, souvent. Donc, bah, si vous pouvez vraiment être un appui pour eux et les aiguiller aussi sur le sujet en disant, bah, peut-être que enfin voilà, on disait, il y a le copain influenceur, mais un copain qui travaille comment, je sais pas, sur telle ou telle radio et que finalement, c'est pas une radio pertinente par rapport à la cible, bah, voilà, c'est dire, ben, nous, dans la data, l'analyse data, on voit plutôt de l'affichage, plutôt de la radio. Et si c'est de la radio, c'est plus ça. Si c'est de l'affichage, ce serait plus sur ces axes qui sont plus passants. C'est pas parce que tu vas pas le voir tous les matins, toi, quand tu vas aller sur ton point de vente, que c'est pas pertinent parce que par rapport à ta clientèle, voilà, c'est avoir tous ces éléments de data pour vraiment argumenter derrière aussi et puis apporter le conseil nécessaire aux franchisés. Je vous ai mis des exemples de dispositifs parce que je trouve que c'est aussi c'est des approches qui peuvent être assez pertinentes. Donc, enfin, c'est vrai que certains estiment qu'à partir du moment où ils font, par exemple, une campagne TV, l'objectif est atteint. On en parlait avec Sébastien justement hier. Sauf que c'est pas si simple, car tout le monde n'est pas forcément appétant à la télé de manière homogène en France. Hein. Donc, bah, sur certains territoires, il est important de prévoir des renforts locaux pour renforcer la connexion aussi émotionnelle hein, et optimiser la portée des messages. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, il y a le cas du catalogue. Alors, je mets le catalogue, ça peut être le prospectus, le flyer, si on a l'habitude de circulariser un peu donc, catalogue, prospectus, flyer. Euh, Souvent, une distribution se fait en isochronie. Alors, isochronie, c'est quand on dit, bon, j'ai distribué à 30 minutes autour de mon point de vente ou à 20 minutes, etc. Donc, on prend une distance, enfin, pas une distance, une temporalité, un temps par rapport au point de vente. Et je pense à un client pour lequel nous avons revu la distribution à ISO budget. Il nous dit à l'ISO budget, qu'est-ce que vous feriez, par exemple? Eh bien, on a changé 30% de distribution des boîtes aux lettres. Et le client a obtenu, par exemple, plus de 20% de trafic sur sa première campagne. Donc, après, quand on réduit hein, le prospectus, par exemple, c'est la même démarche que tout à l'heure. On regarde les leviers de communication qui sont en affinité avec notre cible. S'il y a plus du digital, de l'affichage, ça peut être de l'affichage, je dirais, temporaire ou longue conservation, ça peut être de la radio, pour trouver les leviers complémentaires aussi. Donc ça, c'est vraiment deux approches que je souhaitais vous partager. Euh, donc voilà sur ce point-là. Et je pense que nous sommes arrivés à la conclusion. Je ne sais pas si Sébastien, si tu veux. Non, Non, je laisse, je voilà. laisse. Donc, bah, en fait, en résumé, hein, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est enfin, tout mettre en place pour obtenir l'impact optimum pour le business. Ça, c'est le nerf de la guerre. Renforcer la notoriété, générer du trafic. Et puis, je voudrais terminer par un petit clin d'œil à une association qui s'appelle les relocalisateurs, que vous pourrez retrouver en ligne. C'est sur les relocalisateurs.fr, il me semble, qui agit en fait pour faire évoluer les mentalités et les pratiques sur la communication locale. Et je trouve ça intéressant parce que la relocalisation média, enfin, c'est un nom aussi en quelque sorte, et elle doit être encouragée afin de maximiser les retombées économiques locales de la communication à tous les échelons.
Et puis, faire de la communication locale, c'est bien entendu pertinent pour l'impact, hein, je le disais tout à l'heure en début de conclusion, mais l'impact d'une enseigne, mais c'est aussi en quelque sorte avoir une communication responsable. Et je terminerai sur ces mots. Eh bien, merci à tous les deux. Ben, écoutez, on est parfait dans le timing. On arrive gentiment à la fin. Moi, ce que j'en ai ressorti en 3 mots, hein, mais c'est assez souvent les mêmes règles, je dirais malheureusement de bon sens, mais c'est ne pas laisser pourrir les choses, être acteur et ne pas subir ça. Il faut vraiment prendre le sujet à bras le corps. Et par rapport à ce que disait Sébastien, en effet, c'est définir les règles claires tout de suite, qui gère quoi dans les contrats, et au moins comme ça, on est proactif et on se sécurise, on se sécurise. Et comme toujours, être franchiseur, c'est faire plein de métiers, mais c'est pas forcément tout savoir faire, donc il faut accepter de se faire accompagner. Les experts et les prestataires sont là pour ça. Alors en effet, ça dépend du budget, ça dépend de plein de choses, mais il n'y a pas toujours besoin d'investir des sommes faramineuses pour avoir un minimum d'accompagnement et des bons outils. Et surtout, hein, Sébastien, tu l'avais évoqué un peu, mais on pense malheureusement trop tard à ces outils-là, et c'est parfois plus coûteux de travailler à récupérer le mal qui a été fait plutôt que d'investir en amont. Donc, c'est bien d'être vigilant. Merci à tous les deux. Je vais couper la partie live pour aujourd'hui et on va passer aux questions-réponses.